La campagne de sous-marins U-Boot pendant la Seconde Guerre mondiale fut l'une des parties les plus efficaces de l'effort de guerre allemand, mettant presque la Grande-Bretagne à genoux. Mais à quoi ressemblait la vie à bord d'un U-Boot alors qu'il menait une guerre totale dans l'Atlantique? Voici Hans Fischer. Né près de Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, il a toujours été fasciné par la mer. À 17 ans, lorsque la guerre éclate en 1939, il est apprenti mécanicien. En 1941, sa formation était terminée et Hans devait faire un choix. Attendre une convocation de la Wehrmacht, ou prendre les choses en main et s'engager lui-même. L'idée de mourir de froid en Russie ne l'attire guère, alors il choisit de rejoindre la Kriegsmarine, la marine allemande. Il a suivi l'entraînement de base et s'est porté volontaire pour les sous-marins. Hans ignore pourquoi il a choisi ce poste. Il connaît les risques, mais un mélange de patriotisme, de désir de statut et d'un certain optimisme juvénile l'a conduit sur cette voie. Hans, en bonne forme et mécanicien expérimenté, est un candidat idéal pour un sous-marin. Ses 3 mois de formation de base se déroulent au port de Kiel. La discipline était stricte, mais il a rapidement maîtrisé la vie à bord et perfectionné ses compétences sur un petit sous-marin de type 2C de patrouille côtière. Hans s'habitue à la vie dans un puits et termine sa formation. Il est ensuite affecté à son premier véritable sous-marin. Voici le U-134, un sous-marin type 7C, surnommé le cheval de bataille de la Kriegsmarine. Entre 1938 et 1944, 568 sous-marins ont été construits. Le type 7C était une variante légèrement plus grande du type 7B, avec une longueur de 220 pieds, soit environ 67 mètres, une largeur de 22,5 pieds, soit 7 mètres, et, en surface, un déplacement d'environ 761 tonnes. Il était armé de 5 tubes lance-torpilles, 4 situés à l'avant et 1 à l'arrière, et disposait également d'un canon de pont de 88 mm, ainsi que d'un canon anti-aérien de 20 mm, pouvant être utilisé lorsqu'il faisait surface. Le sous-marin comptait 44 à 52 hommes d'équipage. Hans Fischer fait partie d'un équipage de 49 hommes, et grâce à son expérience en mécanique, il est affecté à la salle des machines. Le type 7C est équipé d'une paire de moteurs diesel pouvant générer une puissance combinée de 3200 chevaux, dont Hans est responsable de l'entretien. Sous l'eau, le sous-marin est propulsé par des moteurs électriques. Après avoir pris des provisions, ils quittent leur port en Norvège, occupés pour traquer les navires alliés dans l'Atlantique Nord. Le type 7C avait une portée bien inférieure aux modèles ultérieurs comme le 9C, rendant les voyages bien plus courts. Cela peut signifier moins de temps sur le terrain, limitant ainsi leur efficacité au combat, mais c'est un soulagement pour l'équipage. Une fois en route, Hans se rend compte avec stupeur que servir à bord d'un sous-marin est peut-être la façon la plus misérable de passer la guerre. Il partage un espace avec 48 hommes dans un environnement claustrophobe où l'espace personnel et la vie privée ne sont plus que des souvenirs. L'espace était précieux, et chaque recoin du sous-marin était nécessaire pour les provisions et l'équipement. Le confort de l'équipage est inconnu. Les hommes dormaient partout où il y avait de la place, y compris dans la salle des machines ou dans la salle des torpilles. Faute de couchettes suffisantes, l'équipage pratiquait le hot bunking, partageant les lits et dormant à tour de rôle. En temps normal, l'équipage travaillait en équipe de 8 heures. Quand un marin était de service, l'autre dormait, chacun se relayant sans cesse. Le seul endroit offrant un peu d'intimité, ce sont les quartiers du capitaine. Une couchette individuelle séparée du reste de l'équipage par une cloison en contreplaqué ou un rideau en tissu. Les 2 moteurs diesel du sous-marin générèrent une forte chaleur difficile à évacuer sauf en surface. La température montait en flèche dans cet espace exigu, surtout dans la salle des machines où Hans travaillait, dépassant souvent 38 degrés Celsius, soit plus de 100 degrés Fahrenheit. Pendant que lui et le reste de l'équipe des machines cuisent littéralement, ils inhalent aussi des vapeurs de diesel qui ne font qu'ajouter à leur calvaire. C'est le moment d'aborder le bain, et l'hygiène à bord de l'UU-134, il n'y en avait pas. L'espace était très limité, et une zone dédiée à la douche n'était pas considérée comme essentielle. Les hommes recevaient une ration stricte d'un demi-seau d'eau par jour, et c'était uniquement pour boire. Se laver étant futile, vêtements et peaux se couvraient vite d'huile, de graisse et de sueur. On leur donnait un déodorant, mais cela ne servait pas vraiment. Une seule toilette était partagée par tout l'équipage. Se laver étant impossible, se raser l'était aussi, et l'équipage a vite porté des barbes en bataille. Hans remplit bien son devoir, et après plusieurs heures, il est temps pour lui de manger. Il s'isole pour prendre sa ration quotidienne. La nourriture est entassée partout sur le navire,
rangés dans chaque recoin, et Hans a souvent dû éviter les saucisses fumées suspendues au tuyau. Peu importe ce qu'ils mangent, tout a le même goût. Comme le carburant diesel, les fumées sont si omniprésentes que tout a le goût âcre du pétrole raffiné. Il y a un certain répit dans cette misère. Le bateau reste un moment en surface, utilisant le périscope et des marins aux jumelles pour repérer navires ennemis et surveiller les avions. Hans ne fait pas partie de ces groupes qui sortent, mais pendant un petit moment au moins, l'intérieur exigu du sous-marin est un peu moins encombré. Et avec une trappe ouverte, il y a au moins l'impression d'une brise venant de l'extérieur. Hans s'imagine sans doute, mais il se réjouit à l'idée de prendre l'air. La vie à bord du U-134 est exiguë, chaude et sale. Pour Hans, même les routines les plus simples devenaient une épreuve, et chaque instant lui rappelait combien la vie sous les vagues était impitoyable. Soudain l'alerte retentit. Le groupe dehors se rue à l'intérieur et ferme la trappe brusquement. Au milieu des cris, Hans apprend qu'un destroyer a été repéré à l'horizon et qu'il se dirigeait vers eux. L'ordre est donné, plongée d'urgence. Cela signifie que le U-134 va tenter de couler aussi vite que possible. Les ballasts inondés font descendre rapidement le sous-marin, puis les moteurs sont coupés pour éviter le sonar. Hans transpire plus que d'habitude, sachant qu'au-dessus de lui, un navire de guerre ennemi le traque activement, prêt à l'envoyer par le fond. Un sous-marin type 7 CU a une profondeur d'écrasement de 220 mètres, environ 720 pieds. Hans ignore à quelle profondeur il navigue, mais il est peu probable qu'il soit aussi profond. Sous l'eau, le temps semble s'écouler sans fin. Et il y a un autre problème qui se répand dans le navire. Quand le bateau est submergé, l'air reste piégé dans le sous-marin. Le dioxyde de carbone va s'accumuler rapidement, à cause de l'expiration des marins, et après environ 5 heures, l'accumulation de ce gaz toxique atteint 1,5% de l'atmosphère. À 2,5%, cela peut altérer les fonctions cognitives. Pour éviter cela, le sous-marin a des cartouches alcalines et des réservoirs d'oxygène, mais il ne peut rester sous l'eau que 72 heures maximum. Le temps passe, avec Hans et le reste de l'équipage qui attendent, prêts à suivre les ordres du capitaine ou à se préparer aux charges de profondeur. Les hommes inutiles à ce moment étaient incités à dormir pour économiser l'oxygène, mais peu le faisaient. Rien de tout cela ne s'est produit. Après une longue attente, le capitaine ramène prudemment le sous-marin à la surface. Il vérifie le périscope. Rien autour. Le U-134 repart dans une autre direction, espérant s'éloigner du destroyer chasseur et trouver une proie plus vulnérable. Pendant le reste de la patrouille, Hans suit la même routine. Travail, repas, sommeil, sans lumière du jour ni air frais, et une misère constante. Leur mission fut un échec, et aucun autre navire allié ne fut repéré. Ils arrivent au port, et Hans quitte le bateau, en sueur, sale, sentant la transpiration, le diesel, et arborant une barbe hirsute. Il peut enfin se doucher, se raser et manger autre chose que des produits pétrochimiques. Après un séjour à terre, il repart en patrouille à bord du sous-marin. Hans Fischer a eu de la chance. Il effectue 3 autres patrouilles, échappe plusieurs fois à la mort et survit, contrairement à la plupart des autres. Au fil de la guerre, les Alliés devenaient plus habiles contre les sous-marins et infligeaient de lourdes pertes. Environ les 3/4 de la flotte de sous-marins allemands et de leurs équipages sont envoyés au fond de l'océan. Et Hans fait partie des moins de 10 000 à avoir survécu jusqu'à la fin. Il envisage d'écrire un livre sur ses expériences, mais y renonce, ne voulant pas revivre l'une des expériences les plus misérables de la Seconde Guerre mondiale.